nous allons entendre le docteur Laurence Juel-Vogue, accompagné du docteur Valérie Egé, à qui je souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions et que par conséquent, celles-ci sont ouvertes à la presse et rediffusées en direct sur un canal de télévision interne, puis consultables en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale. Je vais passer la parole au docteur Juel-Vogue pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je passe la parole à Madame Juel-Vogue. D'accord. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les députés, nous sommes très heureuses de venir ici vous présenter notre travail sur la fibromyalgie. C'est une maladie qui nous tient à cœur depuis plusieurs années dans notre pratique et que nous avons cherché à mieux comprendre pour essayer de trouver une prise en charge efficace. Le docteur Valérie Egé, qui est généraliste à côté de Nice, est venu aussi parce que nous avons partagé le travail sur cette maladie. Et moi-même, je suis salariée d'une clinique privée au Mans, où on a développé une prise en charge particulière. Nous avons travaillé sur un aspect qui n'a pas beaucoup été abordé dans les auditions, un aspect de la fibromyalgie qui concerne les signes digestifs de cette maladie, qui sont largement sous-estimés. On compte à peu près 30 à 70% des patients qui présentent ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire l'association de ballonnement, diarrhée, douleur abdominale et alternance de diarrhée et de constipation. C'est un symptôme qui est largement banalisé et qui est beaucoup plus fréquent dans cette maladie que dans la population générale, où on compte à peu près 10 à 20% de la population et les symptômes sont beaucoup plus sévères. On a été interpellé il y a quelques années par une étude qui datait de 2004, qui a été faite par une équipe californienne qui a analysé, qui a fait des tests respiratoires aux patients fibromyalgiques et qui ont en fait diagnostiqué que 100% des fibromyalgiques testés présentaient une pullulation microbienne dans l'intestin. C'est-à-dire que dans le côlon, on doit avoir beaucoup de bactéries, mais normalement pas dans la première partie de l'intestin. Donc les patients fibromyalgiques ont en fait des bactéries très très haut, en très grande quantité. Et ce qui était frappant dans cette étude, c'est que plus les patients produisaient de gaz, en l'occurrence il s'agissait de l'hydrogène, plus ils étaient douloureux, mais pas uniquement au niveau abdominal, mais au niveau des douleurs somatiques. Donc on s'est posé la question de savoir si, compte tenu qu'il y avait 100% de malades atteints par cette pullulation microbienne, est-ce qu'il ne pouvait pas s'agir justement du marqueur qu'on cherchait dans cette maladie et du primum movens de la maladie. Et par ailleurs, on a essayé de comprendre pourquoi le fait de produire beaucoup de gaz pouvait avoir un lien avec la douleur. Il se trouve que ce lien n'est pas forcément lié à la surproduction d'hydrogène ou de méthane par les bactéries, mais probablement plutôt à un gaz qui est toxique, qui est le sulfure d'hydrogène, qu'on connaît bien, c'est celui qui ne sent pas très bon dans les gaz digestifs. Et en fait, c'est un gaz extrêmement toxique. C'est le gaz qui tue les sangliers sur les plages de Bretagne quand ça fermente sous les algues vertes. Donc c'est un gaz qui est bien connu des médecins du travail parce qu'il y a des professions qui sont exposées à ce gaz et il ralentit la production d'énergie par nos cellules, ce qui pourrait probablement expliquer les symptômes, en tout cas au moins la grande fatigabilité d'effort des fibromyalgiques. Il y a une fiche de l'Institut national de recherche et de sécurité qu'on vous a jointe qui résume bien la toxicité de ce gaz quand on est intoxiqué par voie externe. La toxicité aiguë touche le système nerveux et le système cardio-respiratoire et peut aller jusqu'au décès. Et puis dans les symptômes de toxicité chronique, en fait, on trouve des symptômes qui sont très fréquents dans la fibromyalgie. Alors c'est pour ça qu'on a fait un peu le lien, les maux de tête, la fatigue, les troubles du sommeil, la baisse de la libido, les troubles de mémoire, etc. Et aussi les troubles digestifs, c'est un gaz qui est agressif pour le tube digestif. Alors la douleur ne se trouve pas dans les symptômes de la toxicité chronique classique de ce gaz. En revanche, il y a énormément d'études actuellement qui sont faites et qu'on trouve sur les bases de données médicales depuis 10 à 15 ans sur ce gaz, parce qu'en fait, on produit aussi ce gaz en infime quantité dans nos cellules, et notamment nos cellules dans nos neurones. Et un engouement pour ce gaz, parce qu'en fait, quand il est produit à très faible dose dans l'organisme, il a probablement un effet bénéfique pour l'organisme, et par contre, il est très toxique quand il est à dose élevée.
Du coup, il y a beaucoup d'études sur ce gaz, mais plutôt dans le sens de la recherche des effets bénéfiques et peut-être de pistes thérapeutiques dans certaines maladies. Et du coup, dans toutes ces études, ça serait assez compliqué de les résumer, mais on a trouvé des études qui montrent que le sulfure d'hydrogène agit sur les voies de la douleur par l'intermédiaire des canaux calciques des neurones. Et donc a une influence sur le système nerveux. Et également, il y a des gens qui ont essayé d'injecter du sulfure, des donneurs de sulfure d'hydrogène à des animaux, et ça induit une hyperalgie. Alors tout ça nous a un petit peu confortés dans nos recherches. Et du coup, on a essayé de voir comment on pourrait essayer d'améliorer les patients en essayant de leur faire produire moins de gaz. Alors il y a deux aspects de la chose. Soit on peut essayer éventuellement de faire diminuer la quantité de bactéries, puisqu'il y en a trop. Et donc ça, c'est le rôle des antibiotiques. On n'a pas en France la rifaximine, qui est l'antibiotique qui est utilisé aux États-Unis dans cette indication. Enfin, en tout cas, il n'est pas dans l'indication fibromyalgie en France. Donc on se débrouille, on utilise des antibiotiques, voilà. On constate que les patients vont mieux sous antibiotiques. Et puis on peut utiliser des probiotiques pour modifier la flore intestinale. Et également, il y a l'équipe australienne de Melbourne, de l'université de Melbourne, qui travaille sur un régime pauvre en sucre fermentescible. Donc en fait, on essaye de proposer un régime aux patients, puisque les bactéries vont utiliser ce qu'on mange pour produire les gaz. Et donc en fait, il y a un certain nombre d'aliments qui donnent plus de gaz que d'autres. Ça, on le sait pour certains, on le sait moins pour d'autres. Pour le lactose, qui est le sucre du lait, en fait, il y a à peu près une personne sur deux dans la population qui n'est pas capable de l'assimiler, et donc il fermente. Et pour ce qui est du gluten, en fait, il y a des données assez nouvelles dans cette maladie, puisque eux considèrent que le blé est un aliment qui fermente. Et nous, on a commencé à proposer aux patients des régimes où on supprimait de façon non stricte les aliments fermentescibles, les choux, les oignons, etc., et puis le lait et le gluten. En fait, on s'est aperçu, en tout cas au moins pour le gluten, qu'il fallait vraiment faire un arrêt complet pour que les gens se sentent mieux, parce qu'ils vont rapidement mieux au niveau digestif, mais en fait, au niveau douleur, il faut un arrêt complet, vraisemblablement, du gluten. Et il se trouve que depuis 2 ans, il y a des études qui paraissent sur l'effet du régime sans gluten dans la fibromyalgie. C'est les Espagnols qui travaillent sur ce sujet. Ils ont d'abord remarqué que chez les malades cœliaques, donc qui ont une vraie maladie auto-immune liée au gluten, et qu'on met au régime sans gluten, ils ont remarqué que ceux qui avaient une fibromyalgie associée amélioraient non seulement leur maladie cœliaque, mais aussi les symptômes de leur fibromyalgie. Donc ils ont fait l'étude chez des gens fibromyalgiques qui n'avaient pas de maladie cœliaque. Et en fait, les résultats sont très intéressants, puisque dans les 2 études qui ont testé ça, il y a une amélioration dans la première de 30% de tous les scores, fatigue, qualité de vie, douleur, ce qui est beaucoup dans cette maladie. Et il y a une autre étude, en fait, où ils ont testé 97 malades, et en fait, ils ont je mélange peut-être un peu les deux, mais il y en a une où il y a 75% des patients qui ont une disparition de leur douleur, en fait. Donc ça nous a encouragés dans la prise en charge qu'on propose. La prise en charge qu'on propose, c'est d'abord ce régime, d'évaluer l'absence de maladie cœliaque chez ces malades, puisque les Espagnols il y avait plus de malades cœliaques chez les fibromyalgiques, donc on leur fait les tests pour ça. On les met au régime. Au début, on les met au régime strict, puis après, on essaie de réintroduire un peu de lactose. Il y a quelques patients qui arrivent à tolérer des petites doses. Et puis, on a des patients qu'on ne voit plus parce qu'ils vont bien avec ce régime. Puis d'autres, c'est plus long, parce qu'il y a des maladies qui sont très installées, c'est plus long. Et puis, ils continuent le reste de leur prise en charge. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut revoir toute leur ordonnance, puisqu'il y a du gluten et du lactose dans les médicaments. Et donc, du coup, on ne peut pas trop voir si ça marche, s'il y a encore quelque part du gluten. Et on a des très bons résultats. Donc, voilà comment on est arrivé un petit peu à tout ça. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, si vous avez éventuellement des questions. Merci. Je vais passer la parole au rapporteur pour quelques questions. Comment expliquez-vous que l'hypothèse de dysfonctionnement du microbiote comme origine de la fibromyalgie n'ait pas été étudiée jusqu'à présent, alors que le syndrome a été mis en évidence depuis des décennies? Appuyez sur le bouton. Alors, en fait, il se trouve que les troubles digestifs sont assez banalisés dans la population, mais aussi chez les médecins. C'est-à-dire qu'on apprend
que le syndrome de l'intestin irritable, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas grave. Et donc, chez les patients qui ont des gros symptômes digestifs, donc ils vont voir le gastro-entérologue, ils ont des examens, on élimine une maladie plus sérieuse, une maladie inflammatoire de l'intestin ou autre. Et puis après, on leur dit, c'est pas grave ce que vous avez, c'est un syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est assez banalisé, mais y compris par les médecins d'ailleurs. Donc les patients n'en parlent pas. Enfin, nous, on voit en consultation et on les interroge sur ça, mais ils n'en parlent pas forcément spontanément. On voit aussi des patients qui ont des très très grosses difficultés, notamment des ballonnements très très importants. Alors il y a aussi le fait probablement que la fibromyalgie, c'est une maladie assez globale et on a tendance souvent à couper le malade en petits morceaux, à hyper spécialiser la médecine, ce qui est une bonne chose dans beaucoup d'aspects. Mais le problème, c'est que la fibromyalgie, c'est pas que la douleur, les troubles du sommeil et l'anxio-dépression. La fibromyalgie, c'est aussi d'autres choses. Il y a des troubles urinaires, donc on les envoie voir l'urologue. Des troubles digestifs, on les envoie voir le gastro-entérologue. Et en fait, on procède un peu par petits bouts. Donc l'idée là, c'est de prendre un peu de recul et de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait tout expliquer, et qui permettrait d'avoir une vision globale du patient. Voilà. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire, mais c'est vraiment des symptômes qui sont... auquel on ne propose pas grand-chose finalement. Alors il y a aussi le fait que la définition de la fibromyalgie, dans les critères qui ont été définis en 1990 et qui n'ont été modifiés qu'en 2010, la définition ne se faisait que sur la douleur. C'est-à-dire que maintenant on prend en compte les autres symptômes, mais ce n'était pas le cas, par exemple nous quand on a appris la médecine. D'ailleurs on n'a pas appris la fibromyalgie à la faculté puisqu'on a travaillé pour la comprendre. Et puis par ailleurs, il y a une autre chose. Alors, il y a actuellement énormément d'études sur le microbiote qui sont faites et on n'a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de résultats probants. On n'a pas connaissance qu'il y en ait dans la fibromyalgie. Peut-être qu'il y en a, mais on n'a pas connaissance, ou en tout cas, ils n'ont peut-être pas été publiés. Mais il y a beaucoup de maladies dans lesquelles le microbiote est étudié. Maladies neurodégénératives, autisme, beaucoup de choses qui ne sont pas encore sorties, qui n'ont donc pour l'instant pas d'implication thérapeutique pour les patients. Et nous, il nous a semblé quand même que nous avions des arguments suffisants pour commencer à proposer cette prise en charge aux patients, même si elle n'est probablement pas parfaite. Et puis par ailleurs, il y a aussi une forte réticence des patients et des médecins en ce qui concerne le lait et le gluten. Et notamment le lait, quand on dit aux patients il va falloir essayer d'arrêter le lait, on va voir ce qui va se passer, ils nous regardent avec des grands yeux en disant oui, mais le lait, je ne comprends pas, il faut plutôt en prendre. Normalement, oui, mais on va essayer que vous ayez un régime équilibré, on va vous donner d'autres sources de calcium, mais il va falloir quand même essayer de l'arrêter. Donc dans l'esprit des gens, arrêter le lait, ce n'est pas forcément évident. Même dans l'esprit des médecins, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est très connu. Pourtant, l'intolérance au lactose, c'est quelque chose qui est connu. Et puis, le gluten, il y a beaucoup de messages un petit peu contradictoires qui circulent. Et donc, du coup, il y a une réticence à parler de ces questions, qui, d'ailleurs, en consultation, prennent beaucoup de temps. Et le gluten, c'est pas que le blé ? Non, le gluten, c'est dans le blé, le seigle, l'orge. Donc, c'est un régime qui est compliqué. C'est un régime qui est très, très compliqué à faire. En fait, ça vaut le coup. Alors, on n'est pas là ici pour donner des faux espoirs aux patients, mais honnêtement, ceux qui arrivent à bien le faire, et ça c'est compliqué, d'arriver à bien le faire, en fait, ils vont mieux. Et on voit après ce qui se passe quand il y a une réintroduction, qu'elle soit volontaire ou par erreur. Les gens disent « Ah bah oui, oh là là, je me suis trompée, ça y est, les douleurs sont revenues, puis ça a mis un petit peu de temps à passer, puis maintenant ça va mieux. » Mais en fait, ça marche, ça marche. Est-ce que vous avez observé, justement, dans le monde, là, dans des pays où il y a une culture culinaire totalement différente, et puis aussi une façon de transformer ou pas d'ailleurs les aliments, des différences, est-ce que la fibromyalgie, c'est une maladie du monde occidental avec ces produits transformés, du gluten, de lactose, enfin tous ces produits que l'on trouve dans les rayons des supermarchés et où on observe aujourd'hui, au-delà de la fibromyalgie, des recommandations pour justement arrêter le gluten, même le lait, c'est pas nouveau. Je veux dire, quand on a des enfants allergiques, on dit aussi qu'il faut arrêter la consommation de lait de vache, etc. Est-ce que vous avez observé ça dans le monde ? En clair, moi, depuis que je fais les auditions, je me dis... On parle beaucoup de cette fibromyalgie ici en France, en Europe, aux États-Unis. Je ne sais pas, est-ce qu'en Afrique noire, il y a des gens
fibromyalgiques? Est-ce qu'en Asie, avec une alimentation totalement différente de la nôtre, il y a des gens fibromyalgiques? Ou alors est-ce que c'est une maladie, entre guillemets, de chez nous, quoi? Alors, c'est globalement une maladie plutôt du monde occidental. Enfin, moi, j'ai pas connaissance, ça a été décrit dans les pays en voie de développement. Voilà. On sait il y a des études sur le microbiote, par exemple des enfants africains ou asiatiques par rapport aux enfants occidentaux. Ils ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas les mêmes bactéries parce qu'on n'a pas la même façon de s'alimenter. Savoir s'il y a des fibromyalgiques dans ces pays, je n'ai pas cette connaissance-là. Par contre, ce que nous, on voit en consultation, parce que du coup, on a développé ça et on voit beaucoup de fibromyalgiques, forcément. Et on voit des patients qui sont des patients, je dirais immigrés, enfin qui viennent de pays, par exemple, asiatiques ou africains, et qui, du coup, en arrivant en France, changent considérablement leur mode alimentaire, parce qu'ils se mettent à vivre comme nous, et qui, en fait, vont pas bien. C'est-à-dire qu'ils commencent par avoir des gros troubles digestifs. Moi, j'en ai vu 2 ou 3 récemment. J'ai dit, attendez, vous allez revenir à votre régime habituel, et puis vous allez y aller doucement sur le lait. Enfin, voilà. Parce que quand on fait un changement très brutal d'alimentation, oui, on voit des patients qui développent des troubles. Oui. Moi, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bonjour. Je pense à une patiente qui est une patiente d'origine française, mais qui a épousé un Tunisien. Et elle m'avait dit, donc elle a une fibromyalgie, et elle m'avait dit, elle n'était pas très convaincue du régime, elle n'arrivait pas trop à le faire, donc elle n'allait pas nécessairement beaucoup mieux. Et puis à un moment, elle est revenue, une fois, elle était dans sa belle famille en Tunisie, donc elle y est restée assez longtemps, et elle a dit, mais qu'est-ce que j'allais mieux là-bas ? Et effectivement, là-bas, elle m'a dit, effectivement, on n'a pas la même alimentation, on mange quasiment pas de produits laitiers, très très peu, on mange pas de pain comme nous ici, en tout cas beaucoup moins. Enfin, effectivement, on a pu, et du coup, elle a été convaincue par ça. Et effectivement, moi, j'ai plusieurs patients d'origine maghrébine parce que en Afrique du Nord, il y a beaucoup plus d'intolérants au lactose que chez nous en France. Et plus on descend, plus c'est important. Au niveau de l'intolérance au lactose, c'est entre 80 et 90% en Afrique noire. Donc quand on a des patients qui sont immigrés, qui viennent de ces pays-là, effectivement, ils arrivent ici, ils s'adaptent à notre mode de vie, notre mode de consommation. Et moi, j'en avais vu effectivement plusieurs qui ont développé ces symptômes-là de fibromyalgie depuis qu'ils sont arrivés en France. Voilà, donc... c'est intéressant à constater. Peut-être ça mériterait d'être plus étudié au niveau des chiffres, mais pour l'instant, on est un peu... c'est juste de l'observation, quoi, on va dire. Voilà. Je vais passer la parole à Monsieur Viala pour une question. Merci. Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous nous dites, puisque c'est une des premières auditions à laquelle je participe, où une piste de solutions immédiatement applicables est évoquée pour les malades. Mais moi, j'ai 2 questions. La première, c'est que beaucoup des spécialistes qui sont venus ici à notre commission parlementaire nous ont dit qu'il y avait très souvent un lien de cause à effet entre un choc émotionnel et la survenue des troubles. Donc comment on articule ça avec la question d'aliments qui seraient également générateurs. Et la deuxième, c'est aussi la coexistence, presque systématique, sans qu'on sache d'ailleurs lequel cause et lequel est la conséquence, avec un syndrome dépressif. Donc si c'est la conséquence, je comprends bien que si on résout par l'alimentation, la dépression s'en va aussi. Mais si, dans certains cas, c'est la cause. J'ai besoin de savoir si vous avez réfléchi à ces questions, si vous y avez travaillé. Merci. Peut-être que je répondrai à la première partie, puis je laisserai ma collègue répondre à la deuxième partie. En fait, moi, je vois la fibromyalgie, à force d'observer mes patients, comme une maladie plurifactorielle. Une maladie où, effectivement, il y a des troubles anxio-dépressifs qui sont parfois, souvent même au premier plan, mais pas toujours. Mais aussi, et on a décrit beaucoup ce côté psychologique, c'est vrai, je pense que ça fait partie des facteurs de risque de cette maladie. Un peu comme quand on a les patients qui ont un infarctus, on dit il y a plusieurs facteurs de risque, l'hypertension, le cholestérol, l'obésité, la sédentarité, le sexe masculin. Et puis plus on a de facteurs de risque, plus on a de risque de développer cette pathologie. Je dirais que pour la fibromyalgie, on s'est beaucoup concentré depuis des décennies sur le côté psychologique qui est indéniable à mon avis, mais qui n'est pas toujours présent. Et je pense qu'en fait, plus on a de facteurs et plus on a de risque de développer cette pathologie. Alors,
Et il y a aussi le fait, je dirais, cause-conséquence, moi je le verrais plutôt comme ça en fait. Et effectivement, je constate, mais là encore, c'est pas toujours le cas, et je pense que c'est aussi pour ça que la prise en charge psychothérapeutique, même si elle est indispensable pour certains patients, n'a jamais guéri personne, parce que je pense qu'il faut traiter les deux, le corps et puis aussi le psyché. Et on constate effectivement que beaucoup de patients, alors là je ne sais pas au niveau des proportions, mais moi je trouve, parce que je pose les questions aux gens, une fois qu'ils sont en confiance, ils y répondent, ce sont beaucoup de patients aussi qui ont vécu des choses difficiles, des violences physiques ou sexuelles dans l'enfance, ou des harcèlements, pas forcément dans l'enfance aussi, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, donc je dirais, il y a vraiment une quantité très importante de patients où cette prise en charge psychothérapeutique est très importante. Je dirais, je ne saurais pas en dire plus, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que je la vois, un peu comme plusieurs facteurs. Et il faut tout prendre en charge, bien sûr. Voilà. Sur l'aspect plutôt étiologique de la dépression, c'est pas évident, hein. Vous imaginez bien que nous, c'est beaucoup des hypothèses. On s'est basé quand même sur des choses assez scientifiques, mais ça mériterait d'être étudié plus en détail. Il y a des patients qui ont des dépressions extrêmement sévères. Et en fait, la prise en charge psychologique est indispensable. Et nous, on fait rentrer la prise en charge nutritionnelle dans cette prise en charge globale. C'est-à-dire que les patients, on va les faire passer à la machine de stimulation transcrânienne. Ils vont poursuivre leur suivi avec leur algologue. Ils vont poursuivre leur suivi avec le psychiatre, la psychologue, etc. Et la prise en charge nutritionnelle va s'ajouter à tout ça. Moi, j'ai tendance à dire aux patients, il faut prendre tout ce qui vous améliore. Si l'hypnose vous améliore, il faut prendre la balnéo, il faut essayer de prendre tout ce qui leur fait du bien. Et puis, par petits pas comme ça, on va y arriver. Et simplement, il y a quelque chose qui est assez frappant chez les patients. En fait, on s'en aperçoit quand ils vont mieux, parce qu'on arrive à améliorer la dépression avec notre régime. Il y a des patients qui s'améliorent vraiment bien. Et on s'aperçoit en fait quand ils vont mieux et quand ils font une erreur, les symptômes de fibromyalgie, notamment pour le gluten d'ailleurs, c'est curieux, mais j'ai pas l'explication, hein, mais c'est souvent quand ils font une erreur avec le gluten, en fait ils rechutent. Mais ils rechutent au niveau douleur, fatigue et aussi dépression. Il y a des patients qui sont plus fragiles que d'autres. Alors vous dire pourquoi, c'est difficile. Si on est dans cette hypothèse des gaz, en fait, il se trouve que ce sulfure d'hydrogène, à dose importante, il a un effet sur les neurones. Il inhibe un petit peu l'influx nerveux par le biais de canaux potassiques et calcique pour ce qui est des voies de la douleur. Et il a également un effet sur les voies sérotoninergiques et sur les neuromédiateurs. Alors, est-ce qu'il y a là un lien ? C'est peut-être là qu'il faut chercher. Mais on ne peut pas en dire plus, hein, parce que... Vous faites l'hypothèse donc que ce gaz repart dans le sang via la paroi du côlon. En fait, je ne suis pas du tout médecin, moi, mais c'est ça, en fait. En fait, le sulfure d'hydrogène est bien connu parce qu'on connaît les intoxications sur certains milieux du travail. Et ce gaz, en fait, traverse les cellules parce qu'il est très lipophile. Donc, il traverse les parois cellulaires. Il a besoin de rien pour ça. Donc, on admet que si on en produit trop dans notre intestin, mais il va diffuser partout dans notre corps. Rien ne va le déranger, il va aller dans tous les organes. Et donc, il peut perturber les neurones partout où ils sont. Enfin, voilà. Par rapport à la dépression, je pense qu'il faut pas... Il y a ce côté psychologique, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que le cerveau, le siège de nos pensées, est un organe, et que par conséquent, on peut tout à fait comprendre qu'un dérèglement puisse produire des dépressions. Il y a des choses qu'on connaît par rapport à la sérotonine, par rapport à d'autres neurotransmetteurs. Mais ce que je voulais dire, je me rappelle juste une patiente qui m'avait dit... pareil, elle était améliorée par le régime, et elle disait, dès que je prends du gluten, en fait, tout d'un coup, j'ai des angoisses. Et je ne saurais pas non plus expliquer le détail de ça, mais en fait, en écoutant les patients, on apprend beaucoup de choses. Et enfin, voilà. Je suis désolé, j'ai l'esprit d'escalier. Est-ce que vous avez testé, parce que je m'interroge aussi sur l'effet placebo, est-ce que vous avez testé ça sur des enfants suffisamment jeunes pour qu'ils n'aient pas la capacité à objectiver les conséquences d'un régime alimentaire sur leur état général ? Alors moi, j'ai testé sur 2 ou 3 enfants, parce qu'en fait, la fibromyalgie de l'enfant,
Ça se voit, c'est pas très fréquent. Les médecins hésitent beaucoup à faire ce diagnostic parce qu'on met une étiquette sur l'enfant, donc c'est difficile. Par contre, moi, j'ai quelques enfants qui vont beaucoup mieux, dont un qui a 3 ans et demi. Donc l'effet placebo, c'est sûr que voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, ce dont vous nous parlez, mon collègue Viala l'a dit, vous êtes les seuls à nous avoir dit que ça pouvait être l'origine de la maladie. Au Mans, comment ça se passe? Comment vous traitez? Comment vous abordez le problème de cette maladie? Alors, oui, on est les seuls à l'aborder, mais en fait, si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous verrez que c'est un régime, effectivement, les gens disent que c'est une mode, mais finalement, c'est un régime compliqué à faire. Il y a des gens qui l'essayent et qui se sentent mieux quand même. Donc, nous, on a eu un peu de surprise en regardant sur Internet de voir que les patients allaient chercher un petit peu de mieux dans ce qu'on peut leur offrir sur Internet. Et donc, il y a des naturopathes, des homéopathes qui proposent aussi ce régime aux patients. Voilà. Alors, comment ça se passe au Mans? Moi, je travaille dans une clinique privée. Je vois les patients en consultation. C'est une consultation longue. Ça, je tiens à le souligner, parce que si on veut améliorer la prise en charge des patients, je pense qu'il faut valoriser cette consultation. C'est ce qu'elle prend du temps, et finalement, c'est 23 € pour tout le monde. Et puis, donc, cette première consultation permet de prendre du temps pour vérifier, parce que les patients ont en général, alors soit ils n'ont plus de suivi parce qu'ils ont vu trop de monde et ils n'en peuvent plus, soit alors ils ont un vrai suivi. Souvent, ils ont eu énormément d'examens complémentaires qui sont souvent indispensables au départ pour éliminer un rhumatisme inflammatoire ou toute autre maladie associée, maladie auto-immune. Et donc, on refait le point sur tout ce qui a été fait en termes d'examens complémentaires, radiographie, bilan biologique et les traitements qui ont été essayés. Souvent, tout a été essayé, en fait. Il y a quelques patients qui trouvent un bénéfice à certains traitements médicamenteux, mais c'est une minorité de patients. Donc là, on ne va surtout pas les arrêter. Et puis ensuite, moi, je leur explique un petit peu ce que je vais leur proposer. Et on les voit en hôpital de jour. Donc ils viennent à jeun et on leur fait un test respiratoire. Donc on leur fait prendre un sucre à jeun et on les fait souffler dans une petite machine pendant 3 ou 4 heures. S'ils se mettent à produire de l'hydrogène très rapidement, c'est qu'ils ont une pullulation microbienne digestive. À ce moment-là, ils ont droit à une petite cure d'antibiotiques. Et ensuite, on prescrit un probiotique, des vitamines et des compléments alimentaires, parce que ces pullulations s'assortissent de grosses carences, et notamment en vitamines liposolubles. Ils voient la diététicienne. L'objectif étant d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir un apport calcique suffisant, puisqu'on arrête les produits laitiers et le gluten de façon très stricte. Et on leur explique qu'on va faire ça pendant quelques mois pour voir. Le seul moyen de voir si ça marche, c'est de le faire bien comme il faut au départ. Ce qui prend du temps, c'est souvent quand les ordonnances sont très longues, parce qu'il faut... On met le pharmacien d'officine dans la boucle, parce qu'en fait, il faut regarder chaque médicament, essayer de trouver un équivalent où il n'y ait pas d'excipient qui pose de problème. Et puis ensuite, je suis les patients en consultation. Et en fait, quand ils vont mieux, je leur dis, écoutez, maintenant vous avez bien compris, donc vous venez me voir s'il y a besoin. Et il y a des patients que je ne revois pas, ou je revois au bout d'un an, parce qu'ils ont un coup de pompe ou quoi, mais ils ont passé une bonne année. Enfin, là, j'en ai vu plusieurs là, ces derniers temps, ça m'a encouragée. Et donc, c'est eux qui prennent l'initiative de revenir. Par ailleurs, je tiens à souligner, vous n'avez pas beaucoup parlé de la stimulation magnétique transcrânienne, et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est pas mal comme technique. Oui, je crois que c'est le professeur Kahn, j'avais entendu, c'est ça, voilà. Nous, on l'utilise depuis peu, mais il y a des centres qui l'utilisent, qui ont 10 ans de recul sur cette technique, et en fait, ça peut être assez intéressant. Ça améliore la fatigue, l'aspect fonctionnel, les troubles du sommeil et aussi la douleur. Donc ça peut avoir un effet, et nous on essaye d'associer les prises en charge pour améliorer plus vite les malades. Par ailleurs, vous avez aussi parlé du caisson hyperbare. Donc il y a eu une étude qui a été faite en Israël, qui a été parue l'an dernier. Moi, j'ai proposé une patiente au caisson hyperbare qui était extrêmement sévère, et j'ai eu une bonne surprise. Alors, elle était au régime. Elle allait déjà mieux au plan dépression, mais elle restait très sévère en termes de douleur. Et en fait, un mois après la fin des séances de caisson, elle avait retrouvé le sourire. Donc, elle n'était pas parfaite, mais elle avait retrouvé le sourire, et je ne l'avais jamais vue sourire. Donc, je me dis, voilà, c'est juste une personne, mais peut-être qu'elle a quelque chose à creuser. Oui, parce que supprimer toutes les parties laitières, donc les fromages,
les plats cuisinés qui sont à base de lait et puis la partie gluten, ça fait que là, vous avez un éventail très important au niveau alimentaire, quoi. Alors, je ne sais pas si des produits peuvent venir compenser tout ça, mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour les gens qui doivent s'astreindre à un régime. Pour être un malade du sucre, je peux vous dire, quand il faut supprimer quelque chose, c'est dur. Alors en fait, les patients reprennent leur alimentation en main et leur santé en main, parce qu'en fait, ils sont très demandeurs de pouvoir faire quelque chose pour aller mieux. Et le fait de leur dire, vous allez reprendre une alimentation différente, en fait, ils se jettent dedans. Mais oui, parce que on leur propose quelque chose qui potentiellement peut marcher s'ils le font bien. Donc ils y vont. Alors ils cuisinent en fait à l'huile d'olive, ils cuisinent des produits non transformés, de la viande, des légumes. Pardon ? Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc, en fait, moi, je constate que je les réinterroge aux consultations suivantes sur ce qu'ils mangent. Et en fait, ils mangent très équilibré. Ils mangent beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes, beaucoup moins de biscuits, beaucoup moins de graisse. Ils font leur pain eux-mêmes. Et ils se sentent mieux. Alors, le fromage, voilà, c'est un problème. C'est très dur pour certains patients. Mais il y en a quelques-uns qui peuvent reprendre, parce que le fromage de chèvre, par exemple, contient pas beaucoup de lactose. Et il y a quelques patients qui arrivent à en reprendre un petit peu. Mais pas tous. Alors, la mise en place de ce régime, vous imaginez bien, en médecine générale, c'est compliqué, parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Vos travaux ont-ils reçu, de la part de la communauté scientifique et de l'INSERM, un écho attentif ? Alors, pour l'écho, pour l'instant, il n'y en a pas encore, parce qu'on est en train de faire la publication. On voudrait pouvoir faire une première publication sur des cas cliniques. Et puis ensuite, on est en train de mettre au point une étude clinique pour démontrer, dans une vraie étude de recherche clinique, que ça marche par rapport à un groupe qui ne serait pas traité. Donc c'est ça qu'on voudrait faire pour démontrer que notre technique marche. Alors ça ne nous a pas empêché de la commencer auprès des malades, parce qu'elle n'est pas dangereuse en plus. Mais donc du coup, on n'a pas fait de publication encore. Voilà, donc du coup, on ne peut pas dire qu'on ait eu un accueil. Alors par contre, l'accueil auprès des praticiens est assez mitigé, parce qu'il y a une réticence des praticiens vis-à-vis de ce régime, mais c'est essentiellement lié au fait qu'il n'y a pas encore d'études. Alors, je ne dis pas encore, mais quand même, dans la fibromyalgie, je vous les ai mis dans le document. Mais depuis 2 ans, il y a des études espagnoles qui travaillent sur l'association gluten et fibromyalgie, qui ont des résultats, en fait, qu'on n'a avec aucun médicament. Donc c'est 75% de patients qui n'ont plus de douleur. Enfin, on a ça nulle part. Et puis, il y a les Italiens aussi qui travaillent sur ce qu'on appelle maintenant la sensibilité non cœliaque au gluten. C'est cette entité des patients qui ne sont ni allergiques au blé, ni malades cœliaques, et qui, en fait, arrêtent le gluten et se sentent mieux. Alors, on essaie de comprendre. Il y a un groupe de travail qui s'est créé en 2012 pour essayer de travailler sur ce sujet. Et les Italiens ont fait une grande étude multicentrique pour essayer d'évaluer les symptômes liés à ce qu'on appelle maintenant la sensibilité non cœliaque au gluten. Et en fait, les patients présentent à la fois des symptômes digestifs, et on notera que le principal symptôme digestif, ce sont les ballonnements, dans 87% des cas, donc on revient toujours à nos gaz. Et parmi les symptômes extradigestifs, et c'est là que c'est intéressant, les patients décrivent des douleurs, de la fatigue, des troubles du sommeil, enfin, beaucoup de symptômes qui n'ont rien à voir avec le tube digestif. Bien, écoutez, si personne n'a plus d'interrogation, merci en tout cas d'avoir fait le déplacement, parce que Nice, ça fait un peu loin. Et puis, je vous remercie d'avoir participé à nos travaux. Madame, je n'étais pas à Nice, vous étiez en Bretagne, vous m'avez dit, là. J'étais en vacances en Bretagne, oui. Ah oui, alors, merci encore. Merci.